Ok, merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Oladele Liamidi, ingénieur système réseau et sécurité de l'ESGI de Paris et actuellement en fonction à la nouvelle cimenterie de Benin-Nocibé en tant que DSI. Je cumule près d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de l'IT et je suis passionné par la cybersécurité, la résilience et la gouvernance IT. Je suis très ravi d'être ici ce soir en tant que modérateur pour cette présentation animée par Eric Bossou sur la modernisation de votre stratégie de protection des données et l'augmentation de votre résilience grâce à VIM. Eric Bossou est un homme qui ne nécessite aucune présentation. Engagé, passionné, très actif, taquin, toujours disponible et animé d'un très bon sens de l'honneur. En d'autres termes, quelqu'un de très bien. Après avoir passé plus de 15 ans au sein d'organisations internationales telles que les Nations Unies et le groupe de la Banque mondiale et diriger des entreprises de communication par satellite comme Emerging Markets Communication et Global Eagle. Eric poursuit aujourd'hui une nouvelle expérience en tant qu'architecte d'entreprise certifié TOGAF, travaillant avec des institutions financières et bancaires. En tant qu'entrepreneur, il accompagne également les organisations et entreprises, gouvernements et secteurs privés dans leur transformation digitale. Son parcours et les personnes qu'il a rencontrées lui ont apporté énormément et il est toujours ouvert aux opportunités qui lui donnent de nouvelles impulsions. Dans notre monde de plus en plus connecté, la protection des données est une propriété essentielle pour les entreprises. Les menaces évoluent rapidement, que ce soit les attaques ransomware de plus en plus sophistiquées ou les risques croissants de fuite de données. Il est donc impératif de mettre en place une stratégie solide de protection des données pour garantir la continuité des opérations et préserver la réputation de votre entreprise. C'est là que VIM entre en jeu. Au cours de cette présentation, Eric va explorer en détail les avantages de VIM pour moderniser votre stratégie de protection des données et augmenter votre résilience. Il examinera comment VIM peut vous aider à protéger vos données contre les menaces émergentes, à réduire les temps d'arrêt, à garantir une reprise après sinistre efficace et à assurer la conformité aux réglementations en vigueur. Je vous invite alors à vous plonger dans le monde de la protection des données modernisée avec VIM. Au cours de la présentation, vous aurez l'occasion de poser vos questions et Eric y répondra de manière interactive. Je vous encourage donc à participer activement et à profiter de cette occasion pour améliorer ensemble notre compréhension de l'importance cruciale de la protection des données et des opportunités offertes par VIM. Je vous remercie. Eric, à toi. Merci Oladele pour cette présentation, pour cette introduction. Merci à tous une fois encore d'être là, chers membres du Club DSI Bénin. Merci à mes partenaires de chez VIM d'être là, Arnaud, Matt, Guy, vraiment apprécié de vous avoir. Et merci aussi à mes collègues de Niku Shannon d'être présents parmi nous aujourd'hui. Pour faire suite à ce que vient de dire Oladele, vous comprendrez bien que la question ici n'est plus le quoi, le qui ou le comment, mais surtout le quand. Et quand je dis le quand pour moi, c'est quand est-ce que le sinistre ou le désastre survient dans nos différents environnements de plus en plus connectés. Et donc, c'est dans ce cadre que la société que je dirige, donc Niku Shannon, conscient de ce que ce risque peut coûter à la réputation d'une organisation, aussi bien d'un point de vue impact financier que d'un point de vue, je vais dire, organisationnel. Nous nous sommes dit qu'il était important de trouver un acteur qui nous accompagne et qui nous permet d'adresser les besoins de nos clients. Je rappelle que Niku Shannon aujourd'hui exerce dans le domaine du conseil, de la transformation digitale des entreprises que nous accompagnons
mais aussi de la conformité. Et donc, à force de recherche, l'acteur qui nous a semblé le plus à même de répondre à la demande et de nous accompagner est Vim. Et donc, je me fais accompagner ce soir de nos collègues du côté de Vim pour nous présenter ce qu'ils peuvent apporter pour justement aider les DSI que vous êtes à moderniser vos infrastructures pour être de plus en plus résilients. Je ne vais pas tarder, je vais passer la parole à Arnaud pour la présentation. Il pourrait éventuellement être précédé de Matt pour un petit mot. Et je nous souhaite une bonne séance. Je rappelle que ce sera de l'interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure qu'on avance. Levez juste la main et on essaiera donc d'apporter des réponses. Ceci fera que la session sera très interactive et mieux à gérer. Du coup, je passe la parole donc à l'équipe de Vim. Je ne sais pas si Matt, tu veux faire une introduction avant que Arnaud ne prenne la main. J'ai vu la main de Arnaud lever là tout à l'heure. Ouais, c'était juste pour demander les droits de présentation, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Vincent, peux-tu donner les droits de présentation, s'il te plaît? En principe, c'est bien ouvert, hein? Sinon je vais revoir, je vais vérifier. Est-ce qu'il a essayé? Oui, bien sûr. C'est grisé et grisé. Teams me dit que seuls les organisateurs et les présentateurs peuvent partager du contenu. Non. Un instant. C'est bon, je te l'ai donné là, Arnaud. C'est bon, c'est fait de mon côté. Ça y est, parfait, c'est bon. Merci. Parfait. Matt, tu es parmi nous? Oui, je suis là. Je vais faire une petite introduction pour nous présenter un petit peu, tous les deux, et présenter un petit peu un rafraîchissement un peu sur Vim. Et après, je te laisserai la main. D'accord? Parti. Bon, très bien. Mais avant tout, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je suis vraiment ravi et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour vous parler un peu de Vim avec Arnaud et pour vous dire qui nous sommes et ce que nous faisons. Avant de parler précisément de Vim, je vais peut-être revenir un petit peu sur le contexte dont on vient de parler, sur tout ce qui touche aux pannes, pertes de données, qui sont vraiment une triste réalité aujourd'hui. Vous, en tant qu'entreprise, vous faites souvent face à une complexité, qu'on va dire exponentielle et qui influe sur l'évolution de votre infrastructure IT. On a par exemple aujourd'hui près de 85% des entreprises qui ont subi au moins une attaque par ransomware l'année dernière. C'est des données qui sont issues de notre rapport sur tout ce qui touche aux tendances en matière de protection de données sur 2023. Les environnements informatiques d'aujourd'hui sont assez complexes et avec ce pourcentage qu'on a vu sur les cybermenaces, on se rend compte que c'est vraiment assez, comment dire, effrayant. Quand on parle d'environnement informatique complexe, ça comprend les endroits où les entreprises, donc vos entreprises aujourd'hui, sauvegardent leurs données. On constate qu'aujourd'hui, la norme est plutôt vers une tendance sur un cloud hybride qui correspond à 63% des entreprises globalement qui utilisent les services de cloud. Donc là, vous avez effectivement ce que Arnaud vient d'afficher, des pourcentages de tout ce qui touche un petit peu à cette réalité-là, préoccupé avec la préoccupation sur les différents degrés de sécurité du cloud et le pourcentage des entreprises qui utilisent encore aujourd'hui des processus manuels pour restaurer des données après incident.
Donc, il faut vraiment considérer que penser à combien de changements de données au jour le jour dans chacune de votre organisation. Les plans de rétablissement ne sont certainement pas mis à jour aussi fréquemment qu'ils devraient être. Donc, suite à ça, je vais reprendre un petit peu une présentation de Vim d'une manière un peu plus globale, parce que je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent, mais je vais juste rafraîchir un petit peu le contexte actuel de Vim. Vim, aujourd'hui, est une société qui est jeune, qui a une quinzaine, 16 ans d'existence, et qui, depuis près de 2 ans, est numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial dans le secteur d'activité de tout ce qui touche à la protection des données. On a encore eu les dernières statistiques, les derniers résultats de la croissance et de la part de marché au niveau des éditeurs dans tout ce qui touche à la sauvegarde des applications. Et Vim est une fois de plus leader mondial en termes de croissance et en termes de part de marché. Le fait d'être leader mondial en termes de part de marché et de croissance, c'est beaucoup dû au score qu'on a obtenu sur tout ce qui est, on va dire, des analyses d'études de satisfaction et de recommandation des clients. Le Net Promoter Score est un outil que beaucoup d'entreprises utilisent pour voir un petit peu la satisfaction et la recommandation des clients par rapport à une marque. Et dans notre secteur de la protection des données, nous atteignons un score qui est plutôt excellent, parce que tout ce qui est au-dessus de 60 est excellent. L'outil part d'un seuil de -100 à +100. Donc, quand on est au-dessus de 0, ça peut être considéré comme satisfaisant, et la moyenne des acteurs du marché en termes de protection des données se situe autour de 30%. Donc, ils ont un bon score, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits de partout, ils ne sont pas forcément recommandés de par tous les clients. Nous sommes à un score très élevé, de 82, qui est au-delà des scores d'autres industries, activités comme Netflix, comme Apple, comme Amazon. Aujourd'hui, Vim est présent dans plus de 80% des entreprises du Fortune 500 dans le monde, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne touche pas les petites, moyennes entreprises. Nous avons des solutions qui permettent de pouvoir s'adapter à chaque taille d'entreprise. C'est un point important qui nous permet de pouvoir toucher très large, et ce qui nous amène à avoir la base installée de clients la plus importante dans le monde. On est à plus de 450 000 clients, ce qui est bien au-dessus du marché par rapport à nos compétiteurs. Autre point, je ne sais pas si elle est sur cette slide, mais c'est un graphique que vous devez sûrement tous regarder, c'est le Gartner, le Magic Quadrant de Gartner, où Vim est positionné leader pour la 6e fois. 6e fois dans sa capacité d'exécution, avec en complément sa vision au niveau de la technologie. On est donc leader pour la 6e fois, et c'est vraiment un résultat qui est très important, une reconnaissance très importante, parce que, comme je le rappelle, on est une très jeune société de 16 ans, alors que d'autres sociétés que vous pouvez voir citées sur ce graphique-là existent depuis 30, 40, 50 ans. Ce qui nous amène à dire qu'on a une capacité d'innovation et de réflexion pour apporter des nouvelles fonctionnalités à l'écoute de nos clients et faire les mises à jour nécessaires. Une nouvelle version de nos solutions arrive pratiquement tous les ans et demi, 2 ans. Après, c'est les références, je pense, Arnaud. Voilà. Juste vous présenter quelques références un petit peu sur la région de l'Afrique francophone, parce que j'ai oublié de vous préciser effectivement que ma position au sein de Vim est d'être Territory Manager pour toute l'Afrique francophone, c'est-à-dire que ça englobe 22 pays pour Vim. J'ai donc la responsabilité commerciale de toute l'activité qui concerne Vim sur la région, et Arnaud, donc, qui est avec moi, a toute la responsabilité technique en m'accompagnant sur la région. Et vous pouvez voir effectivement les différentes références que nous avons un peu sur la région, avec le groupement des services et des eaux et électricité en Côte d'Ivoire, qui est l'un des très grosses infrastructures de la région. Vous avez bien sûr Orabank, tout récemment, nouveau client qui a renouvelé, qui a choisi Vim par rapport à son ancienne, on va dire,
éditeur, son ancienne solution, qui a donc validé Vim pour toutes les filiales d'Orabank. Vous avez le ministère de l'économie et des finances au niveau du Bénin, donc il y a aussi une infra importante. Vous avez une autre banque qui est en République démocratique du Congo, qui est la Robank, la Sonabel au Burkina Faso, Dax Petroleum au Gabon et au Cameroun, le port autonome de Cotonou, qui est une belle référence et une belle infra-Vim aussi de même manière, Sénélec au Sénégal, le port autonome de Lomé au Cameroun, Coffee-Gap, qui est le plus grand fabricant de câbles dans le monde, qui est situé en Tunisie, et la société ivoirienne de raffinage basée en Côte d'Ivoire, ainsi que l'opérateur de télécom Inouï au Maroc. Voilà les références principales. Il y en a bien sûr d'autres, hein, peut-être moins prestigieuses, mais d'autres références de Vim sur toute la région. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Vim par rapport à ça? J'ai essayé de faire assez vite pour laisser un peu du temps à Arnaud pour présenter notre solution et les piliers fondamentaux de la solution de Vim. Pas de questions? Écoute, je pense que non. De toute façon, je pense qu'Eric va jouer le rôle de modérateur. S'il y a des questions, Oui, il bien nous sûr. dira. Bien sûr, les questions seront en interactif et puis on ne manquera pas de vous le dire. Je rappelle que c'est Oladele qui sera donc le modérateur et puis je serai là, bien entendu, en sourdine. Voilà. Ok. Parfait. Merci, Eric. Bon. À toi, Arnaud. Ouais, Matt? Non, vas-y, c'est à toi. Ah, ok. Je pensais que tu voulais rajouter quelque chose. Eh bien, bonjour à tous. Je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour à tout le monde. Matt, merci pour ton introduction. Matt l'a dit à l'instant. Donc moi, je suis Arnaud Kenom, et avec Matt, j'ai la responsabilité technique de toute l'Afrique francophone. Et mon rôle, un peu pour faire simple, c'est d'accompagner l'ensemble de nos clients de cette grande et belle région qu'est l'Afrique francophone dans leur réflexion autour de la stratégie de protection de données, aider nos clients à réfléchir un peu autour de tout ça, à construire et bâtir des stratégies de protection de données qui soient beaucoup plus résilientes. Et j'accompagne également nos partenaires dans cette démarche-là pour qu'ils soient totalement formés, autonomes et compétents sur nos solutions. Alors, pour la petite demi-heure qu'il nous reste à passer ensemble, moi je vais avoir la tâche de vous présenter un peu dans les grandes lignes la vision technologique de Vim. La vision technologique, ce qu'on entend par là, c'est notre manière de voir les choses, la manière dont on envisage les choses, la manière dont on conçoit une stratégie de protection de données et la manière dont on y répond. J'ai vu la manière dont on va essayer aussi d'apporter des réponses aux difficultés, aux challenges, aux défis que vous avez, auxquels vous êtes confrontés en matière de protection de données au sens très large. Je ne vais pas faire de la genèse de Vim, je pense que Matt a présenté un peu la société et la structure déjà aujourd'hui, mais je vais vraiment me concentrer sur l'aspect technologique. Notre vision technologique, si on devait la simplifier, elle est basée, s'articule sur 3 piliers essentiels. La sécurité des données, la restauration et la liberté des données. Liberté des données, on entend toute la flexibilité qu'on va apporter, qu'on va vous donner en termes de protection de données. Cette vision technologique, son objectif, c'est de vous aider à construire des stratégies de données qui soient beaucoup plus modernes, à vous aider à moderniser vos stratégies de protection de données. Pour y arriver, on va utiliser notre vision technologique et on a construit donc une
une réponse technologique qui est basée sur ces 3 piliers-là. La sécurité des données. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'une stratégie de protection de données moderne, aujourd'hui, elle doit être résiliente, elle doit être cyber-résiliente. Et c'est pour cette raison que la sécurité fait partie d'un de nos piliers, de notre vision technologique. Et quand on parle de sécurité, je ne suis pas en train de dire, ne me méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que Vim est un acteur de cybersécurité. Ce n'est pas notre métier. On ne fait pas de la cybersécurité, on ne fournit pas d'antivirus. On ne fournit pas de logiciels ou de mécanismes de détection d'intrusion, de pare-feu. Ce n'est pas notre métier. Ça, c'est de la cybersécurité. Il y a toute une industrie spécialisée sur ces aspects-là. En revanche, notre métier, c'est de protéger vos données au sens sauvegarde. C'est-à-dire qu'on va se positionner non pas en amont, mais plutôt en aval de la stratégie globale. Tout ce qui est cybersécurité, c'est ce qui vous permet de construire des barrières et d'empêcher des intrusions et d'empêcher que vos données soient exfiltrées et autres. Derrière tout ça, lorsque toutes les barrières sont franchies, il faut avoir la capacité de pouvoir protéger les données et de pouvoir les restituer ou les récupérer lorsque c'est nécessaire. Et c'est là qu'entre en jeu la sauvegarde, la protection, la sauvegarde des données qu'on considère, en tout cas chez Vim, comme étant la dernière ligne de défense face à cette menace, face à l'ensemble des menaces de type cyber et face plus précisément à la menace de type ransomware. Donc la sécurité, c'est notre premier pilier. Ensuite, on va parler de restauration, mais on verra tout à l'heure dans les détails, parce que moderniser sa stratégie de protection de données, c'est aussi avoir une stratégie de protection de données qui vous permet de fournir et de délivrer les performances nécessaires pour maintenir les activités de vos entreprises et maintenir l'informatique. Quand on parle de performance, comment on les mesure? On va les mesurer avec des indicateurs de performance clés qu'on appelle RTO, RPO, tout ça ce sont des acronymes, mais ce sont simplement des indicateurs qui vont fiabiliser, vous permettre d'avoir une stratégie de protection fiable et qui va vous permettre de vous engager auprès des métiers, auprès de vos clients, auprès des administrations, auprès de la hiérarchie sur des temps de restauration ou si vous engagez sur une capacité à redémarrer vos activités dans un certain délai. Donc une stratégie de protection de données, c'est une solution, une stratégie qui est suffisamment fiable pour que vous puissiez tenir ces engagements-là et vous engager sur des temps de restauration, avoir la confiance et la sérénité d'être en mesure de restaurer dans des délais qui sont nécessaires, indispensables pour votre métier ou pour vos applications les plus exigeantes et les plus critiques. Si on entre dans le détail, parlons un peu plus sécurité. Dans la sécurité des données, qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on fait? Disons que c'est tout un ensemble de choses. Dans cette partie sécurité des données, il y a à la fois tout ce que Vim va proposer, tout ce qu'on va vous proposer pour protéger les sauvegardes elles-mêmes. Les sauvegardes, ce sont des données qui ont exactement la même valeur que vos données initiales et vos données de production. Donc, il faut les protéger au même titre. Et pour les protéger, il y a une myriade de mécanismes et de fonctionnalités qui vont aider à isoler les sauvegardes, empêcher que les sauvegardes ne soient modifiées ou qu'elles ne soient supprimées, parce qu'on sait aujourd'hui que les attaques ransomware les plus récentes, la démarche classique et qui est devenue systématique d'ailleurs, c'est de s'attaquer d'abord aux sauvegardes avant même d'aller chiffrer ou compromettre les données ou exfiltrer des données. On sait que les hackers s'attaquent d'abord aux sauvegardes avant de déclencher des chiffrements massifs sur l'environnement. Donc les sauvegardes elles doivent être protégées et donc Vim propose tout un ensemble de possibilités, de fonctionnalités qui vont protéger, isoler ces sauvegardes, faciliter la multiplication des copies de sauvegarde. Multiplier les copies de sauvegarde, c'est déjà un premier niveau de protection, mais ensuite, ces copies, on va pouvoir les mettre sur des supports, sur des médias qui sont, parle d'immuabilité, immuable, inaltérable. Bref, ce sont des supports, des médias ou des fonctionnalités qui vont empêcher une suppression de ces sauvegardes pendant une certaine durée, même lorsque le hacker a réussi à récupérer des privilèges très élevés sur l'environnement. La sécurité des données, c'est aussi la sécurisation des accès. Sécuriser l'accès à la console, par exemple. La sécurisation des accès peut se mettre en œuvre, va se mettre en œuvre dans Vim avec des
technologies d'authentification multifacteur, par exemple, hein, qui vont apporter une sécurité supplémentaire pour mieux contrôler les accès à la console. Et la sécurité, on va aussi la retrouver dans le processus de restauration. Hein, si vous restaurez avec nos solutions, vous aurez la capacité de fiabiliser les restaurations, vous assurer que lorsque vous faites une restauration d'un serveur, vous ne prenez pas le risque de contaminer à nouveau votre environnement avec la présence d'un malware ou la présence d'un virus à l'intérieur des sauvegardes. Donc, la sécurité, c'est assez large. Protection des sauvegardes, sécuriser les accès, sécuriser la restauration, mais c'est vraiment, en termes de sécurité, l'approche, elle est très large. Et en fait, c'est une multitude de choses, une combinaison de couches. Hein, c'est le fait d'empiler les couches et les éléments qui vont vous donner une résilience suffisante et une robustesse suffisante pour pouvoir résister à ce type de menaces et protéger du mieux possible vos données. Il y a un principe très simple, une règle très simple qui déjà vous permettra d'avoir une très bonne résilience et vous permettra déjà de réduire des risques importants et d'avoir une stratégie de protection de données beaucoup plus fiable et beaucoup plus résiliente. Cette règle très simple s'appelle la règle du 3-2-1. La règle du 3-2-1, c'est un principe, c'est une règle d'or qui existe depuis des décennies, qui était popularisée par Vim pendant toutes ces années. Et c'est une règle de bon sens, en fait. Hein. Elle est assez simple à comprendre. Ce qu'elle dit, cette règle, c'est que pour avoir réduire les risques de perte de données, avoir une infrastructure, une stratégie, une architecture, une infrastructure de sauvegarde résiliente, il faut avoir au minimum 3 copies de données. Il faut au minimum utiliser 2 supports différents pour stocker ces copies de données et avoir au moins une externalisation. Si on devait reformuler, ce qu'elle veut dire, cette règle, c'est qu'il faut au minimum, dans toute stratégie de protection de données, il vous faut 2 sauvegardes. Et il faut que ces 2 sauvegardes soient stockées sur des supports ou des médias différents, avec des caractéristiques différentes. Plus il y a de la différence entre les supports et les médias utilisés, meilleure est la résilience. Si vous mettez les 2 sauvegardes sur des supports identiques, vous prenez le risque, si un support présente un défaut, vous prenez le risque d'avoir ce défaut qui se reproduit sur le second support et vous mettez ainsi à risque l'ensemble de vos copies. Donc idéalement, les 2 sauvegardes, il faut les stocker sur des supports différents. Les combinaisons sont nombreuses. Une sauvegarde sur disque, une sauvegarde sur bande, une sauvegarde sur disque, une sauvegarde dans le cloud, une sauvegarde sur disque, la première, et puis la deuxième aussi sur disque, en s'assurant, en tout cas en essayant de trouver des différences entre les supports disques. Mais vous avez compris le principe, c'est qu'il faut trouver des différences entre les supports, créer des différences, créer des ruptures technologiques entre les supports pour réduire la probabilité de perte des données. Hein. C'est ça l'objectif, c'est vraiment réduire la probabilité de perte de données et avoir une meilleure résilience. Et donc, 2 sauvegardes minimum et au moins une sauvegarde externalisée. Externalisée sur bande, par exemple, hein, avec des cassettes, des cassettes qui sont peut-être externalisées avec un système de roulement ou une copie externalisée vers un site secours ou externalisée dans le cloud. Hein. Il faut retenir que le cloud n'est pas un gros mot, ce n'est pas, n'a pas de nature à effrayer, mais le cloud, c'est une alternative intéressante pour externaliser, avoir une copie de sauvegarde externalisée lorsqu'on n'a pas les moyens ou les capacités d'avoir un site secours. L'utilisation du cloud est une alternative intéressante, simplement pour stocker des copies de sauvegarde. Hein. Vous pouvez ne pas être utilisateur de services cloud, vous pouvez ne pas avoir de données ou d'applications déployées dans le cloud, mais vous pouvez utiliser le cloud de cette manière-là en externalisant vos sauvegardes, donc en achetant du stockage cloud dans les acteurs de cloud public ou trouver des acteurs locaux ou régionaux qui proposent des services, qui proposent du stockage et qui proposent des services de type backup as a service pour récupérer et héberger une copie de vos sauvegardes. Cette règle du 3-2-1, qui est une règle, comment dire, assez générique, elle a été optimisée par Vim. On a essayé de l'optimiser pour en faire une déclinaison beaucoup plus résiliente. Et on a rajouté en fait un 1, qui a 2 1. Le deuxième 1, son sens, c'est que en plus des 3 copies
des deux supports et de l'externalisation, il faut idéalement avoir au moins une copie qui soit stockée sur un média isolé ou inaltérable. Souvenez-vous, j'en parlais tout à l'heure, des protections des sauvegardes. En fait, cette copie de sauvegarde, média immuable, inaltérable, c'est tous les supports, tous les mécanismes qui protègent les sauvegardes, qui les isolent ou qui empêchent leur suppression. D'accord ? Donc, Vim propose nativement des solutions, des mécanismes pour ça, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur les capacités matérielles et hardware qui sont proposées par les constructeurs de baies de stockage ou les constructeurs de serveurs. Et pour finir sur cette règle du 3-2-1-1 qui finit par un 0, le 0, c'est simplement pour souligner l'importance de faire des tests de restauration réguliers et fréquents. Pourquoi ? Parce que aucune solution, aucun mécanisme, aucune technologie ne pourra vous garantir une restaurabilité à 100% de l'ensemble de vos sauvegardes. La seule manière de garantir la restaurabilité totale et complète de vos sauvegardes, c'est de faire des tests de restauration effectifs, de simuler des restaurations complètes et de voir si l'ensemble des couches fonctionnent. Couche matérielle, le système d'exploitation, les couches applicatives, stimuler l'activité, et essayer de se rapprocher le plus de la réalité. Ce n'est que de cette manière-là que vous aurez une garantie complète et totale de la restaurabilité de vos sauvegardes. Et donc, les tests de restauration, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'intérêt, ou en tout cas ce que Vim propose, c'est qu'on va vous aider à faire ces tests beaucoup plus souvent avec des fonctionnalités, avec de la technologie. On va pouvoir automatiser des choses, on va pouvoir générer une documentation, on va permettre de le faire sans utiliser beaucoup de ressources dans votre environnement. Et donc, ça va vous permettre de faire des tests beaucoup plus réguliers. Donc, règle du 3-2-1-1-0. OK ? Toujours pas de questions, Eric ? Non, pour le Apparemment, moment, aucune question. Je pense que vous pouvez ouais, continuer. voilà, merci. Voilà. Alors, si on parle de restauration, hein, on a parlé un peu sécurité, cyber-résilience. Ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est que notre positionnement, on est plutôt un acteur de cyber-résilience. Notre objectif, c'est de vous aider à être beaucoup plus résilient face aux menaces de type cyber. Avec tout ce qu'on vient de voir, de la technologie, des bonnes pratiques, la règle du 3-2-1, du matériel. Et c'est vraiment le fait d'empiler les couches qui va vous rendre résilient. Plus vous empilez les couches, meilleure est votre résilience. Et donc, ce sera vraiment une approche globale, holistique sur le sujet et voire assez large, ne pas uniquement se centrer sur la technologie, mais ne pas uniquement se centrer aussi sur comment dire, sur la protection, sur les barrières, sur la stratégie en amont. C'est souvent c'est le travers qu'on je vois parfois sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts, de moyens, de réflexion qui sont apportés sur la protection en amont, donc l'aspect sécurité, les mécanismes de détection d'intrusion, des pare-feux, des EDR, des XDR, et souvent il y a un effort moindre qui est accordé à la stratégie en aval. C'est-à-dire c'est vrai qu'il faut mettre des barrières et se protéger, mais il faut aussi anticiper le scénario catastrophe. Le scénario où toutes les barrières qui ont été positionnées n'auront servi à rien, où toutes les barrières ont été franchies. Ça arrive au meilleur, ça vous arrivera probablement. C'est des choses qui sont arrivées dans des infrastructures informatiques d'entreprises les plus fortunées de la planète, qui avaient les moyens, les capacités de se payer les meilleurs ingénieurs du monde, se payer des virtuoses en sécurité informatique, mais pour autant, ils ont été victimes d'attaques. Les hackers ont réussi à s'introduire dans leur système d'information et occasionner des dégâts. Donc, il faut prévoir ce scénario. C'est très bien de avoir cette stratégie en amont, mais il faut aussi préparer l'aval avec des sauvegardes fiables, des outils de restauration fiables et rapides qui permettent de restaurer en cas de problème
pour ne pas être contraint à payer cette rançon, restaurer le plus rapidement possible ce qui doit être restauré le plus rapidement possible, c'est-à-dire vos applications les plus critiques, celles qui font tourner l'entreprise, celles qui font gagner de l'argent à l'entreprise, celles qui permettent de fournir des services critiques publics, par exemple. Donc, solution de restauration fiable. Et ensuite, il faut tester, s'entraîner à restaurer, s'entraîner, à redémarrer, à repartir, se familiariser avec les processus. La préparation, elle est capitale dans cette approche-là. Justement, parlons de restauration. La restauration chez nous, chez Vim, elle est extrêmement importante. Voilà. Moderniser sa stratégie de protection de données, c'est avoir une solution de sauvegarde soit capable de restaurer vite, qui doit être restauré vite. Tout n'a pas besoin d'être restauré vite. Alors quand on dit restauration rapide, en fait, il n'y a pas de valeur de référence ou valeur idéale. La restauration rapide, c'est celle qui permettra à chacun de vous de restaurer son application dans des délais nécessaires, dans les délais exigés par le métier ou l'application. Donc, les temps de restauration sont variables. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend des métiers, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de l'industrie, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est quelque chose de très spécifique. Mais il faut une solution de sauvegarde qui soit capable de restaurer le plus rapidement possible lorsque c'est nécessaire. Si vous avez des exigences de temps de restauration qui sont de l'ordre de la minute, vous devez avoir une solution capable de délivrer, de fournir ces temps de restauration-là. Okay. Si vous avez besoin de restaurer en quelques heures, en quelques minutes, ou perdre le moins de données possible, vous devez avoir une solution technologique qui vous permet de délivrer ces temps de restauration-là. Et puis c'est pareil, la finesse de restauration, elle est aussi importante. Et ça va jouer sur le temps de restauration. Si j'ai besoin de restaurer une donnée dans une base de données, juste une table ou une transaction dans une base de données, s'il faut au préalable restaurer toute la base de données ou tout le serveur pour aller chercher le petit objet, vous comprenez bien que ça va rallonger les temps de restauration. Et donc, la granularité de restauration, c'est important de pouvoir bénéficier de cette finesse de restauration pour réduire les temps de restauration, vous permet de gagner du temps et restaurer uniquement l'élément dont vous avez besoin à l'instant précis. Donc, restauration rapide, chez nous, pour ça, on parle de restauration instantanée. Restauration instantanée, c'est une restauration qu'on peut, comment dire, en tout cas la promesse derrière la restauration instantanée, la promesse de Vim, c'est de vous permettre, quelle que soit la taille de vos serveurs, quelle que soit la taille de vos machines physiques, de vos machines virtuelles, quelle que soit leur taille en termes de volume de données, on vous fait la promesse de pouvoir restaurer de manière instantanée en quelques minutes ce serveur, avec une technologie de restauration instantanée qu'on appelle Instant Recovery, qui existe depuis une quinzaine d'années chez Vim, qui est sans doute l'une des technologies les plus emblématiques de Vim et qui a beaucoup contribué à la popularité, au succès de Vim tout au long de ces années. Et cette technologie nous permet de garantir des temps de restauration qui sont de l'ordre de la minute, quelle que soit la machine, quelle que soit la taille de la machine physique, x86 ou machine virtuelle. Si vous avez un serveur de base de données qui fait 10 Tera ou 20 Tera, si vous utilisez les mécanismes classiques et traditionnels pour restaurer un serveur de 10 Tera, vous êtes parti pour une demi-journée de temps de restauration, une journée, voire plusieurs jours de restauration dans certains environnements. Et une journée de restauration, c'est une journée d'indisponibilité d'un serveur qui était défaillant et qu'il faut restaurer. Et donc cette promesse-là de vous dire, vous avez un serveur, une machine virtuelle, une machine physique, avec Vim, on s'engage sur la restauration de ce serveur en quelques minutes. C'est quelque chose qui potentiellement peut vous faire vous donner beaucoup plus de confiance et de sérénité. Ça vous permet d'améliorer le service, de prendre des engagements auprès des responsables applicatifs, auprès des métiers, sur des interruptions réduites de manière très importante et très intéressante. Okay. Donc, restauration instantanée avec l'instant recovery, machine physique, machine virtuelle, NAS, base de données Oracle, SQL. Tout ça, ce sont des données qui bénéficient de ces capacités de restauration instantanée et restauration granulaire pour restaurer des choses
fine, avoir de la finesse de restauration. Vous pouvez restaurer une table SQL, des transactions Oracle, des objets de l'Active Directory de manière granulaire, des attributs, des mots de passe, bref, la liste est nombreuse. Et la granularité, c'est vraiment quelque chose de très intéressant chez Vim. Toujours sur la restauration, on a essayé dans la dernière version du produit, version 12, on a essayé de dénombrer tous les scénarios de restauration possibles, hein, tous les types de données, toutes les possibilités, toutes les manières de restaurer les données, et on a dénombré 105 scénarios de restauration. C'est pour vous dire toute la richesse que propose Vim autour de la restauration. Hein. Restaurer, c'est comment dire, il y a plusieurs manières de restaurer. On peut restaurer vite, mais de quelle manière, avec quelle finesse. Et avec, sur ce schéma, vous avez un éventail, je dirais, des capacités, des possibilités de restauration. Donc, quel que soit le type de données que vous avez, quel que soit le scénario de restauration nécessaire pour votre environnement, pour vos applications, vos données, vous aurez toujours une réponse, une solution, une manière proposée par Vim qui convient spécifiquement à vos besoins en termes de restauration. Tout ça, tout ça, petit échantillon de ce que je vous ai présenté jusque-là, et notre vision technologique, comment on la délivre? On va la délivrer avec de la technologie, avec une plateforme, pour être plus précis, qu'on appelle la Vim Alors, Data Platform. Arnaud, c'est pas pour t'interrompre, mais voilà. Oui, il y a des questions dans la fenêtre de chat, donc je te laisse t'en occuper là, comme ça Arnaud pourrait peut-être y répondre avant de passer à la Vim Data Platform. Donc on a une question de la part de Fanny. Oui, on a une question, merci Eric. On a une question de la part de Fanik qui demande ceci. Pour ce qui est de la licence, est-ce basé sur le nombre de machines, sur le volume plutôt de données, sur les types de sauvegarde, ou comment est-ce que ça se passe en fait, les licences? Alors, le licensing, il est très simple chez nous. Le licensing, il est basé sur le nombre de machines, pour faire simple. Voilà. Il faut compter, dénombrer le nombre de machines. Quand je dis machines, c'est aussi bien des machines physiques que des machines virtuelles. Donc, il faut compter le nombre de machines physiques, de machines virtuelles que vous avez. Et il faut autant de licences que de machines. Tu peux rajouter les postes de travail. Ouais. Exactement, postes de travail. Les postes de travail ont un coût inférieur. Les postes de travail ont... on va dire qu'avec un serveur, on peut sauvegarder 3 postes de travail. Donc, il y a un ratio de 3 pour 1 en termes de licence. Donc, le licensing, il est non pas sur le volume de données, ce n'est pas un licensing à la volumétrie sauvegardée ou volumétrie source, mais sur le nombre de machines protégées par Vim. Okay. Et je peux compléter en disant que les licences, elles sont dites universelles. Ça veut dire que la licence pour sauvegarder une VM, une machine physique, c'est exactement la même. C'est une licence portable. Si aujourd'hui vous sauvegardez une machine physique et que demain vous la virtualisez, c'est exactement la même licence qui sera utilisée. Et si cette machine, vous décidez, pourquoi pas, de l'envoyer dans Azure, dans AWS ou chez Google, c'est exactement la même licence. Donc il y a une portabilité entre les environnements on-premise, physique, virtuel, des licences. Une licence, on appelle la licence universelle, Vim Universal Licence, c'est pour sauvegarder une machine, voilà, qu'elle soit physique, virtuelle ou cloud. OK. Nous avons aussi une autre question de Christian Agua. Il dit, ça, c'est à mon avis la VUL puisque celle à la Stockade n'est plus commercialisée. Matt, tu veux la prendre celle-là peut-être? Il y a une petite subtilité avec les sockets. J'allais rebondir là-dessus. Oui, ça fait partie de la du nouveau mode de licensing de Vim depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui. Arnaud vient de parler de tout ce qui est évolutivité,
universelle. La VUL, on va dire, c'est Vim Universal License, ça permet effectivement de pouvoir adresser autre chose, que les machines virtuelles. Qui était le cas de la socket auparavant. C'est pour ça qu'on élargit beaucoup plus notre scope au niveau de la plateforme, au niveau des machines physiques, des postes de travail et de tout ce qui est dans le cloud de la même manière. Et c'est effectivement ce qu'on appelle la VUL. OK. Une autre question, celle de Freddy Dedino. Il demande, la copie hors site se fait uniquement sur les serveurs Vim? Est-ce que la copie hors site se fait uniquement sur le serveur Vim? Question de Oui, sur les Freddy. serveurs Vim. Non. C'est-à-dire que la copie hors site, elle se fait. Vous pouvez la mettre sur n'importe quel support, n'importe quel média, n'importe quel type de stockage disque, par exemple, sur de la bande. Et puis alors quand on dit stockage disque, il y a toute une variété de stockage disque, hein, des serveurs avec du stockage, des baies de stockage, du NAS, tout ça, c'est du disque. Ou sinon sur bande ou dans le cloud. Mais c'est simplement du stockage en fait, hein, ouais, c'est des sauvegardes. Vim va les envoyer vers un réceptacle de données qui peut prendre toutes ces différentes formes-là, voilà, externalisées, tout simplement. Donc en général, c'est sur disque ou sur bande, avec des robots de sauvegarde qui sont sur des sites distants, ou des baies de stockage qui sont sur des sites distants, ou des serveurs qui sont sur des sites distants. Voilà. Donc OK. Vim, alors peut-être que la question est peut-être liée aussi à... Enfin, ça me permet de préciser aussi une caractéristique de Vim, un élément en tout cas différenciateur, c'est Vim est software defined. Hein, ça veut dire qu'on est exclusivement logiciel. On a une solution logicielle et c'est un choix qu'on a fait pour donner de la flexibilité, de la liberté à nos clients. On se refuse d'enfermer nos clients dans une technologie matérielle. On parle souvent de hardware lock-in en anglais, c'est-à-dire qu'on le software et hardware liés, adhérence forte, et donc on enferme un peu les clients parce qu'ils ne peuvent pas sortir du logiciel sans le hardware, il faut changer à la fois les deux couches et ça permet comme ça d'enfermer les clients dans une technologie. Nous, on a fait le choix inverse, on est uniquement logiciel et on veut comme ça donner de la liberté à nos clients et laisser nos clients choisir les couches matérielles. L'avantage, c'est que ça permet à Vim de s'intégrer facilement dans des environnements existants, hein, et de préserver parfois les investissements en termes de stockage de hardware. Si vous avez du stockage d'un constructeur, Vim va venir se positionner dessus. Vous avez vos habitudes avec vos fournisseurs, il y a des affinités avec les constructeurs. Vous gardez tout ça, Vim se positionne dessus. Et si dans 1 an ou dans 2 ans, vous décidez de changer parce que vous êtes fâché avec Lenovo ou fâché avec HPE ou Dell, pouvez changer tout ça, tous ces aspects-là, sans toucher à la partie logicielle, hein, à toute l'intelligence qui va piloter votre stratégie de protection de données. OK. On a une autre question de... Il y a Amand qui a levé la main. Amand, vas-y, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir, Amand. Ok. J'ai suivi avec intérêt les différentes présentations. Je vous en remercie. Ma préoccupation est la suivante. En avril dernier, un data center dans lequel est située une partie de Google Cloud en France a été touché. La raison, c'est qu'un incendie s'est déclaré dans l'un des bâtiments de Global Switch à Clichy, en région parisienne. La situation a eu des conséquences importantes sur le fonctionnement de nombreux services en ligne, notamment les services de recherche et certains outils en ligne et surtout le stockage des données. Cette catastrophe donc technologique met donc en lumière la vulnérabilité de nos dépendances croissantes aux services numériques d'une part et l'importance cruciale des data centers, leur protection, surtout dans l'économie numérique
à notre ère. J'ai 2 questions pour vous. La première, quelle est la position du Vim par rapport à cette situation? La deuxième, qu'adviendrait si une telle situation se produisait à Cotonou au Bénin, où vous avez des clients sensibles qui ont des data centers de taille? Je veux nommer le ministère de l'Économie et des Finances, qui doit avoir l'un des meilleurs centres de données du pays, et l'ANSSI aussi, qui n'est pas des moindres, une des agences de taille dans le pays. Merci. Ok, merci pour la question. Alors, quelle est la position de Vim par rapport à ça? Je dirais que la réponse de Vim, en tout cas, c'est... en fait, la réponse, elle est très simple. On l'a vu tout à l'heure. La réponse de Vim, c'est la règle du 3-2-1. Et c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître peut-être un peu simpliste. Mais la réponse, elle est là dans le sens où... Alors, déjà, Vim, nous ne sommes pas un acteur de cloud, donc on n'a pas de data center, on n'est pas un hyperscaler avec des infrastructures cloud fournissant du backup as a service et autres. On a une technologie qu'on met à disposition des clients, une technologie qu'on peut mettre à disposition d'entités, d'entreprises qui sont spécialisées dans la gestion d'infrastructures de data center, qui sont des hébergeurs et des hosters. Donc, on peut leur fournir une technologie pour proposer des services autour du backup. Mais notre rôle s'arrête là. Notre réponse par rapport à ça, c'est de dire d'appliquer la règle du 3-2-1. C'est-à-dire que les données qui sont externalisées ou des données qui sont déployées dans le cloud, on avait parlé de Google tout à l'heure, une partie de l'environnement Google indisponible, donc des applications indisponibles ou des données qui sont inaccessibles pendant un certain temps. L'approche, c'est d'avoir au moins 2 copies. On a vu tout à l'heure au moins 3 copies de données. D'accord ? Si vous avez des données dans le cloud, bah, c'est de multiplier des copies de données. Alors, une donnée sauvegardée, par exemple, dans le cloud, mais aussi une copie sauvegardée on-premise, par exemple, externalisée. Donc, c'est le principe du 3-2-1 on-premise dans le sens inverse. Okay ? Dans le sens inverse. Il faut multiplier les copies de données de sauvegarde. Donc, multiplier les copies de données, c'est avoir plusieurs sauvegardes pour pouvoir, quoi qu'il arrive, avoir la capacité de redémarrer, de restaurer ou de récupérer et restituer des données. Les données les plus critiques pour l'entreprise, peut-être. Après, il entre en jeu des notions de temps de restauration en fonction des supports, en fonction des réseaux et des bandes passantes. Mais pour avoir la capacité de récupérer au minimum sa donnée, de la restituer, il faut multiplier les copies. Multiplier les copies permet de casser la dépendance. Ces clients qui ont tout envoyé dans le cloud chez Google et chez d'autres, créer une certaine dépendance. Pour casser cette dépendance, il faut multiplier, il faut sauvegarder et avoir plusieurs copies de sauvegarde pour pouvoir, si besoin, si nécessaire, récupérer sa donnée lorsque la donnée initiale est indisponible ou inaccessible. D'accord. On a une autre question de Madame Karine. Elle demande si après avoir installé la licence sur un poste et pour une raison quelconque, ce poste devient inutilisable, est-ce qu'il est possible de récupérer cette même licence sur un autre poste et accéder aux sauvegardes de manière à ce que la même licence soit sur les 2 postes, mais le premier poste restera complètement down? Oui, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Les licences sont D'accord. portables. Elles sont portables, c'est un peu des licences flottantes. C'est-à-dire qu'on peut récupérer une licence et l'affecter. Désaffecter une licence, en anglais, enfin le terme qu'on utilise, c'est revoke. On va révoquer la licence, donc la récupérer sur une machine et puis l'affecter à la volée sur une autre machine, un autre serveur ou un autre poste de travail. Donc c'est tout à fait possible. OK. C'est toujours sur le Une autre modèle question. c'est toujours sur le modèle de la Vim Universal License, c'est vraiment la portabilité, la flexibilité des licences de Vim. D'accord. Une autre question, celle de Franck Razoumet. Il demande, est-ce que Vim propose une solution pour sauvegarder toutes les données Microsoft 365 d'une organisation
et de pouvoir les restaurer aux besoins sur une infrastructure locale? Alors ça, c'est une bonne question. J'avais prévu aborder très rapidement le sujet dans cette présentation. Donc ça me donne l'occasion Super, de super. manière très courte de parler de la partie Office Microsoft 365. Donc vous êtes probablement utilisateur, mais sans doute client de ce service Microsoft. Et souvent, enfin la croyance parfois des clients de Microsoft 365, c'est que Microsoft se charge de sauvegarder, hein. Microsoft s'occupe de sauvegarder. Il n'y a pas besoin de sauvegarder puisque j'ai confié la messagerie à Microsoft. Je n'ai pas besoin de la sauvegarder ni de la protéger. Microsoft s'en charge. Les choses sont un tout petit peu différentes, hein. La réalité, c'est que Microsoft gère l'infrastructure. Microsoft gère l'application, les serveurs Exchange, les mises à jour. Microsoft s'assure de la disponibilité en faisant des réplications des serveurs avec de la redondance. Donc, il y a très peu la probabilité pour que l'infrastructure Microsoft 365 soit indisponible. Elle est très faible, hein, c'est très faible. Je ne sais pas combien de neufs, c'est des 15 neufs peut-être, pas encore. Maintenant, la responsabilité, votre responsabilité en tant que client Microsoft 365, ce sont vos données. Vous êtes responsable des données que vous générez, les mails que vous envoyez, les documents échangés, les documents partagés. Tout ça, toutes ces données vous appartiennent et c'est de votre responsabilité de les protéger parce que Microsoft ne fait pas de sauvegarde. Microsoft propose des mécanismes simples, qui sont incomplets et qui ne couvrent pas tous les risques de perte de données potentielles qui vont peser sur ces types de données-là. Donc Microsoft propose des mécanismes de rétention, on parle de retention policy et autres, ou des corbeilles avec plusieurs niveaux de corbeilles qui peuvent permettre comme ça, selon certains scénarios, de récupérer les données. Mais ce qui est proposé par Microsoft ne couvre pas tous les risques qui pèsent sur vos données. Un exemple de scénario qui n'est pas couvert, lorsque les mails, s'il y a des données supprimées sur Office 365, au-delà de 30 jours, tout est supprimé de la corbeille chez Microsoft. Si vous avez un utilisateur qui quitte l'entreprise et que la mailbox, retirez la licence Office 365, le contenu de la mailbox est gardé 30 jours. Au-delà, la mailbox elle est supprimée. Si vous faites une erreur de manipulation, c'est déjà arrivé, hein, un administrateur, une erreur humaine en interne, fausse manipulation sur l'outil d'administration Office 365, suppression des données, il y a de fortes chances que Microsoft ne soit pas capable de restaurer. C'est arrivé par exemple à KPMG en 2021, donc il y a 2 ans, hein, un grand cabinet de conseil société internationale. En interne, les administrateurs ont exécuté un script, erreur, problème dans le script, et ça a occasionné la suppression de toutes les discussions Teams des 14 000 ou 14 000 ou 114 000 employés. Vous allez sur Google, c'est public, hein, vous allez sur Google, vous tapez KPMG Teams backup et vous verrez, il y a plein d'articles qui expliquent ce qui s'est passé. Donc, Microsoft ne fait pas de la sauvegarde. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus, parce que ce qui régit le partenariat, le contrat entre vous, utilisateurs, clients et Microsoft, c'est ce qu'on appelle la responsabilité partagée. Microsoft est responsable de l'infrastructure globale d'Exchange, et enfin Exchange entre autres, hein, il y a du SharePoint et tout le reste derrière, mais votre responsabilité, c'est de protéger la donnée parce que vous en êtes le propriétaire et vous êtes responsable de la sauvegarder en bonne et due forme avec une vraie solution de sauvegarde. Une vraie solution de sauvegarde, c'est une solution qui permet d'avoir une copie de la donnée qui est déplacée et copiée sur un support, un média différent, hein, on sort la donnée d'un contexte initial pour la mettre et la stocker, la voir ailleurs. Donc, Vim a de la technologie pour ça, pour vous aider à sauvegarder. On fait de la sauvegarde d'Office 365. On va sauvegarder toutes les données Office 365, donc Exchange, SharePoint, Teams. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, voilà, tous les services que vous utilisez sur Microsoft 365 peuvent être sauvegardés par Vim. Et pour répondre précisément à la question initiale qui a été posée, effectivement, il est possible de sauvegarder avec les outils Vim toutes les données d'Office 365, de les sauvegarder dans le cloud si vous préférez. Vous pouvez sauvegarder dans le cloud
vous achetez du stockage chez Microsoft dans Azure et vous stockez vos backups chez Azure, dans Azure. Vous pouvez le faire dans AWS ou chez Google. Mais vous pouvez aussi rapatrier une copie des données en local, on-premise. Donc avoir une sauvegarde locale. Cette sauvegarde, vous avez la capacité avec Vim de restaurer ces sauvegardes sur une infrastructure on-premise. Ce que vous pouvez avoir on-premise, c'est deux types de données. C'est les mails, parce qu'il y a Exchange, et SharePoint. Donc tout ce qui est mailbox, à partir du moment où vous sauvegardé Office 365 et que, je n'en sais rien, vous décidez de rompre votre contrat de Microsoft 365 et de faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir d'Exchange Online pour revenir à Exchange On-Premise comme ça se faisait depuis toujours, eh bien, vous pouvez sauvegarder de Microsoft 365 Exchange et restaurer sur une infrastructure Exchange, cluster DAG et autres pour pouvoir récupérer vos données. Même principe pour SharePoint. En revanche, tout ce qui est OneDrive, alors même OneDrive, vous pouvez le récupérer. OneDrive, c'est que de la donnée, ce sont vos fichiers que vous récupérez. Là, il n'y a pas d'infrastructure pour pouvoir récupérer ces données OneDrive. Donc, tout ce qui est documents et autres, vous récupérez. Exchange, vous pouvez restaurer sur de l'on-premise et SharePoint, vous pouvez restaurer sur l'on-premise. En revanche, tout ce qui est Teams et tout ça, aujourd'hui, il n'y a pas de, voilà, on n'a pas la capacité d'avoir de serveurs Teams sur l'infrastructure on-premise, par exemple. Mais voilà, c'était pour répondre à la question. Le fait de sauvegarder avec Vim vous donne cette capacité de retour arrière, donne cette réversibilité-là, pouvoir récupérer vos données, pouvoir y accéder. Vous pouvez même accéder à la donnée, des mails, vous pouvez les lire sans infrastructure on-premise. Dans Vim, si vous avez les droits nécessaires et les permissions nécessaires, vous pouvez visualiser les informations, lire le contenu d'un mail dans l'interface Vim, par exemple. Donc, pas besoin forcément d'infrastructure complète Exchange pour accéder à la donnée et casser un peu cette dépendance, par exemple. Donc, si vous avez des contraintes en termes de contraintes de souveraineté qui vous imposent de ne pas dépendre complètement et totalement de Microsoft, il vous faut une sauvegarde et Vim peut vous aider dans ce sens. D'accord, merci. Donc, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de questions. Combien de temps est-ce qu'il nous reste Qui le mettrait des horloges? C'est toi, Eric? Non, ce ne serait pas moi. Je dirais plutôt que c'est Oladele et Vincent. OK. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Bon, je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes. Bon, très bien. J'en étais là tout à l'heure, avant de commencer à répondre aux questions. Je vous disais que tout ça, enfin, on s'est dit plein de choses. On a parlé de vision technologique, mais ce qui nous permet de délivrer cette vision de manière concrète, c'est de la technologie et des outils, des fonctionnalités, des produits. On a commencé à les évoquer tout à l'heure. Tous ces produits et toutes ces technologies, on a intégré tout ça dans ce qu'on appelle la Vim Data Platform. Cette plateforme qui permet de faire des sauvegardes sécurisées et de la restauration rapide. Ça, capital pour une stratégie de protection de données moderne. Sauvegarde sécurisée, restauration rapide pour tenir des RTO et des RPO, s'engager sur des temps de restauration. Au-dessus, pour avoir une stratégie de gestion de protection de données globale, complète, il faut avoir de la visibilité sur les données. Il faut avoir, ou en tout cas, avoir une visibilité qui soit exhaustive de l'ensemble des données, l'ensemble des sauvegardes, les différentes copies, là où elles se trouvent. Est-ce qu'elles respectent les exigences de manière globale? Et donc, dans la plateforme, on a des outils de monitoring, de supervision et d'analyse proactive, et même de capacity planning. C'est-à-dire des outils qui vont vous permettre d'anticiper des besoins, d'anticiper des besoins en ressources de stockage, par exemple, les capacités de reporting avancées. Vous allez pouvoir regarder un peu dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé sur l'environnement les 6 derniers mois, savoir ce qui s'est passé sur l'année 2022. Apporter la preuve, par exemple, à la direction que la stratégie de données qui a été mise en place, elle est efficace avec des métriques, avec des indicateurs clés de performance. Voilà, on va voir quel est le taux d'échec et de réussite des sauvegardes sur l'année 2022, par exemple. Et tous ces reports, vous avez une multitude,
près de 250 rapports qui sont intégrés dans l'outil. Tous ces rapports sont extrêmement faciles à générer et à produire. C'est des rapports qui sont au format PowerPoint, Excel, Word, qui sont graphiques, avec une vue synthétisée, une vue concise, une vue ergonomique sous forme de tableau de bord, de manière à ce que même des profils qui ne sont pas opérationnels, hein, des profils un peu comme les vôtres, de direction informatique, d'exec, que vous ayez la capacité d'identifier, de comprendre et d'identifier les indicateurs de performance clés. Donc, tout ça intégré dans la plateforme pour donner voilà, une gestion proactive de l'infrastructure de sauvegarde et de protection de données. Et puis, au-dessus, la brique un peu au-dessus, c'est tous les mécanismes et toutes les solutions qui vont vous aider à faciliter la restauration, à orchestrer la reprise. Qu'est-ce qu'on entend par l'orchestration de la reprise? C'est on va intégrer un peu d'automatisation dans la restauration et la reprise. Alors là, on approche des sujets qui diffèrent un peu de la sauvegarde et de la restauration. Là, on parle vraiment de reprise d'activité. C'est bascule d'un site vers un autre. Lorsqu'il y a eu un incident majeur sur le site principal, on va reprendre une activité avec des restaurations massives, par exemple, ou des restaurations critiques. Et pour optimiser le temps de restauration, fiabiliser la restauration et s'entraîner ou faciliter la reprise d'activité, parfois c'est nécessaire d'utiliser de la technologie et ces outils s'appellent des orchestrateurs. Donc, on a un outil d'orchestration qui va aider à reprendre l'activité lorsque la reprise est basée sur des sauvegardes. Ça peut arriver. Reprise d'activité basée sur des sauvegardes, c'est-à-dire site principal, site secours, et sur le site secours, des sauvegardes. On va utiliser ces sauvegardes pour redémarrer l'activité en cas de perte et d'incident sur le site principal. Mais reprise d'activité basée aussi sur de la réplication. Parce que Vim fait de la sauvegarde, mais fait aussi de la réplication. VM. Quand on parle de réplication, c'est que vous avez des machines virtuelles sur votre site de production. Vous allez répliquer et avoir des réplicas de VM, donc des VM qui sont répliqués vers un site secondaire. Et vous obtenez des machines qui sont prêtes à être démarrées, qui vont être synchronisées à une certaine fréquence qui est configurée. Et vous avez comme ça la capacité en très peu de temps, de basculer sur le site secondaire, le site secours, en démarrant des réplicas. Et Vim sait le faire. D'ailleurs, la solution principale phare de cette plateforme s'appelle Vim Backup et Réplication. Parce que la solution a cette double capacité. C'est un 2 en 1 et même un 4 en 1 si on étend, sans aller dans trop de détails. Vous allez avoir de la sauvegarde, de la réplication et aussi du CDP, Continuous Data Protection. C'est de la réplication avec des RPO qui sont de l'ordre de la seconde. Si vous voulez, par exemple, perdre le minimum de données possible et que vous dites perte de données maximum de 15 secondes ou 1 minute, Vim a de la technologie pour y répondre, qui s'appelle le CDP. Et tout ça, toutes ces solutions-là, sauvegarde et réplication et CDP, elles sont intégrées et c'est la même licence qui permet d'y répondre. C'est un seul produit, un seul et même produit, une seule et même licence. Il n'y a pas de produit additionnel pour la partie réplication, il n'y a pas de licence additionnelle. À partir du moment où vous avez fait l'acquisition de Vim pour sauvegarder, vous pouvez faire de la réplication et faire du CDP avec les mêmes licences. Okay. OK, nous avons une question de Franck. Est-ce qu'avec Vim, nous pouvons sauvegarder ou répliquer une VM hébergée dans le cloud vers une infrastructure locale? Et quelle serait la différence entre Vim et la réplication Oracle? Ah, Eric, tu poses aussi des questions maintenant. On peut d'abord déjà répondre premièrement à la question de Franck. À la question de Franck, oui, bien sûr. Est-ce que avec Vim, on peut sauvegarder et répliquer des VM hébergés dans le cloud vers une infra locale? Oui. Alors, je suppose que c'est cloud public, Franck. Cloud public, je parle des hyperscalers, savoir Azure, AWS et Google Cloud. Et la réponse est oui, absolument. Ok, c'est bien ça, il confirme. La réponse est oui.
Cette capacité-là, chez nous, on l'appelle le Anywhere to Anywhere. En anglais, c'est n'importe où vers n'importe où, en gros. D'accord ? C'est-à-dire que nos sauvegardes sont tellement portables, c'est aussi une caractéristique essentielle chez nous, c'est que les sauvegardes Vim sont totalement portables. Elles ont toujours le même format, que ce soit de la VM, de la machine physique, que ce soit de la machine cloud, c'est exactement le même format et le même type de sauvegarde. Et il y a une portabilité totale. Ça veut dire que si vous sauvegardez des VM, Azure VM, dans Azure, vous sauvegardez des VM EC2, AWS ou des machines Google Cloud, vous pouvez les sauvegarder dans le cloud. On peut acheter du stockage dans chacun de ces clouds publics. Vous avez la possibilité, avec Vim, alors de sauvegarder ces VM avec Vim, puisqu'on sauvegarde aussi ces machines VM qui sont déployées dans les clouds publics. Et au moment de la restauration, vous allez indiquer à Vim la destination de la restauration. Vous pouvez partir du cloud, d'un de ces clouds publics, et revenir sur une infrastructure on-premise, sur du VMware, l'Hyper-V ou de Nutanix AHV, par exemple. Vous pouvez faire le chemin inverse. Vous avez sauvegardé du VMware, d'Hyper-V, même des machines physiques ou de la HV. Vous pouvez restaurer, si vous le souhaitez, dans Azure. Si vous avez deux environnements, vous pouvez faire une sorte de PRA comme ça et partir d'on-premise vers une infrastructure Azure. Vous pouvez même le faire cross cloud public, c'est-à-dire j'ai sauvegardé Azure VM, je peux restaurer vers EC2 d'AWS et je peux faire l'inverse et je peux aller chez Google. Et donc cette capacité, on l'appelle le Anywhere to Anywhere. On est les seuls sur le marché à avoir cette capacité à faire des restaurations croisées dans tous les sens. Et justement, cette capacité rentre dans l'un de nos piliers qu'on appelle Data Freedom, la liberté. On veut donner de la liberté à nos clients. Vos données, vous les avez sur on-premise, vous pouvez aller dans Azure. Vous décidez de revenir sur on-premise, vous pouvez revenir. Et puis, vous avez le choix au niveau des plateformes de virtualisation, Hyper-V, VMware, HV. Vous pouvez aller chez Amazon, EC2. Vous avez vraiment une réversibilité totale dans ce sens-là. Donc, la réponse est oui. Quant à la question de Eric. Quelle est la différence entre Vim et de la réplication Oracle, RAC, DataGuard et Golden? Alors, la différence, c'est que c'est des réplications qui n'ont pas lieu au même niveau en termes infrastructure. La réplication Vim, elle se déroule à un niveau plus bas, low level, au niveau, je dirais, au niveau bloc de machine virtuelle. Okay. Donc, quand on parle de réplication Vim, c'est la réplication de VM. Réplication de VM, VMware ou Hyper-V. Vim va répliquer au niveau des blocs des disques virtuels. Donc, on est au niveau data store VMware ou Hyper-V, au niveau des file systems. Donc, on est à un niveau inférieur. Quand on parle de réplication de type DataGuard ou Golden Gate, c'est des réplications applicatives. C'est les applications, donc il y a un niveau au-dessus. Réplication au niveau applicatif, mais ce n'est pas au niveau infrastructure, au niveau stockage, en quelque sorte. Donc Vim est à un niveau plus bas. On peut combiner les deux. C'est aussi une bonne pratique. Pourquoi? Parce que parfois, s'il y a des corruptions au niveau applicatif et autres, ce sont des corruptions ou des problèmes qui ne sont pas vus par Vim parce que Vim est à un niveau inférieur, à un niveau plus bas. Passe dans l'application avec les données à un niveau applicatif, Vim, il n'y a pas accès, on ne va pas toucher à la donnée. On sauvegarde l'enveloppe des machines, on va sauvegarder des fichiers sans les manipuler parce que ce n'est pas notre rôle. Donc, utiliser parfois en complément d'une vraie sauvegarde, d'une sauvegarde au niveau infrastructure, utiliser une sauvegarde d'infrastructure et aussi utiliser, pourquoi pas, des mécanismes de réplication au niveau applicatif, ça donne une complémentarité qui ne peut qu'améliorer votre résilience et le niveau de protection. Donc, c'est vraiment deux choses différentes qui ne sont pas qui sont complémentaires. Il y a de la complémentarité entre la réplication de la sauvegarde Vim et ce qui peut être implémenté au niveau applicatif et base de données. OK. Une autre question de Franck. Est-ce la seule licence qui permet de sauvegarder Microsoft 365 et les autres offres Vim? Bon, Arnaud, je vais répondre à la question. OK. Non, l'offre Office 365 est une offre différente de la licence Vim au niveau de la data platform. C'est une extension, on va dire. Donc, c'est une offre qui est basée par utilisateur. Donc, c'est une offre totalement différente à ce niveau-là.
Et c'est selon le nombre d'utilisateurs que l'offre sera, on va dire, proposée, que ce soit de 1 à 50 ou de 500 à 1000, l'offre sera différente. Mais c'est par utilisateur. Ok, ok. Moi, je pense que je vais poser la dernière question. Peut-on restaurer une base de données d'une VM vers une machine physique, c'est-à-dire une VM qui héberge, disons, Microsoft SQL Server, dont je veux restaurer la base de données vers une autre machine physique, en fait. Est-ce possible? Oui, 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 totalement, oui, c'est possible. Si la base de données a D'accord. été sauvegardée, il y a plusieurs, le point de départ, si je comprends bien, c'est une VM, un serveur qui fait tourner un SQL Server. Donc Vim va sauvegarder la machine virtuelle, il va sauvegarder l'enveloppe complète. C'est la méthode de sauvegarde la plus efficace. On va sauvegarder l'enveloppe et en sauvegardant l'enveloppe complète, on sauvegarde ce qui est le contenu, ce qui est à l'intérieur, donc la base de données. Et ensuite, on propose, au moment de la restauration, on propose de la granularité. Donc je peux sauvegarder une VM ou un serveur, mais au moment de restaurer, je vais restaurer de manière fine, avec de la granularité. Et là, il suffit de dire à Vim qu'on veut restaurer une base de données spécifique. Vim va vous présenter l'ensemble des bases. Vous sélectionnez la base à restaurer et vous indiquez la destination de la restauration. Donc, la destination de restauration d'une base, c'est une autre instance SQL, par exemple. Et si cette instance SQL serveur elle est sur un serveur physique, pour Vim, c'est transparent. Il va restaurer vers l'instance SQL qui tourne sur le serveur physique. Donc oui, D'accord. c'est totalement envisageable. OK. Oh, apparemment, il y a beaucoup de questions. Franck qui pose encore une autre question. Y a-t-il un service de load balancing dans le catalogue de services Vim? Je ne vois pas l'intérêt. Dans quel intérêt? Alors, on n'a pas de catalogue. On n'a pas de catalogue chez Vim. Il n'y a pas de Pour le catalogue. load balancing? Non. Après, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais si on parle un peu de répartition de charges et tout le reste, oui, il y a des algorithmes qui permettent de répartir la charge sur les composants de l'infrastructure Vim. Donc il y a Vim, c'est plusieurs composants qui existent, qui vont avoir des rôles précis, chacun a une fonction précise. Il y a le composant qui porte l'intelligence, et puis ensuite, il y a le composant qui, un peu comme c'est l'ouvrier de la sauvegarde. C'est le composant qui va aller lire les données et puis les envoyer vers le réceptacle des sauvegardes, vers le stockage. Et ça, ce composant-là, on peut en déployer plusieurs pour avoir une certaine évolutivité et de la scalabilité. Et ensuite, la partie intelligence va assurer la répartition de charges pour répartir la charge du mieux possible. Donc oui, il y a des algorithmes et des mécanismes de répartition de charges pour que les sauvegardes soient parallélisées, pour optimiser et réduire les temps de sauvegarde, ainsi de suite. OK. Il y a une autre question, celle de Christian. Est-ce que la restauration, réplication ne dépend-elle aussi pas de l'infrastructure réseau et des composants matériels des différents repositories? Si, forcément. Forcément. Forcément, parce que une solution de sauvegarde est aussi tributaire des performances de l'infrastructure. Donc, on vient s'intégrer dans un environnement et la sauvegarde, pour simplifier, en fait, on va déplacer de la donnée, en fait. On va lire de la donnée à gauche et puis l'envoyer à droite vers un stockage. Mais la donnée, on va la déplacer. D'abord, avant de la déplacer, il va falloir la lire, cette donnée. Et donc, les performances de lecture ne dépendent pas de Vim, ça dépend du stockage. La vitesse de lecture proposée, capable de délivrer le stockage source, premièrement. Ensuite, une fois que Vim a lu la donnée à la vitesse possible, il faut faire passer tout ça dans des tuyaux. C'est la bande passante, c'est le réseau. Alors, quelle est la vitesse? Quelle est la bande passante? Quelle est la disponibilité de la bande passante? Tout ça, ça va avoir une incidence sur les performances. Et puis après, une fois que on a fait passer tout ça dans les tuyaux, il faut écrire, il faut stocker. Donc, c'est une opération d'écriture. Encore une fois, les performances d'écriture dépendent aussi des performances et des capacités du stockage. Quelles sont les capacités d'écriture? Quel est le niveau de RAID? Quel est le niveau quel est le nombre de disques? Enfin bref, on entre après dans des. Donc oui, les performances, Vim a des mécanismes d'optimisation
de parallélisation pour optimiser le maximum de choses, mais on dépend aussi de l'infrastructure existante en place, en termes de stockage, de réseau, de bande passante. Oui. OK, merci beaucoup. Bon, je pense qu'on n'a plus de questions. Merci beaucoup à l'équipe type de VIMS. Franchement, c'était très enrichissant. Est-ce qu'on peut dire un dernier mot quand même? Oui, 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 oui. Bon, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, hein. Bon, allez-y, allez-y rapidement. Bon, ça va être Allez-y rapide, Matt. rapidement. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais moi, je voulais juste finir un peu sur 3 choses. Pourquoi Vim? On a essayé un peu de résumer comment dire, en 3 éléments. Pourquoi Vim? Pourquoi est-ce que Vim a assez de place aujourd'hui et pourquoi on peut vous aider, on peut vous accompagner dans votre stratégie de protection de données? Mais c'est des choses dont on a déjà discuté. C'est d'abord la flexibilité de la solution, flexibilité de Vim. Solution flexible, software defined. On n'a pas de matériel associé, mais pour autant, on s'intègre, on sait exploiter les technologies de tous les leaders et les constructeurs du marché qui proposent des baies de stockage avec des technologies avancées. On sait les utiliser, on sait les intégrer, mais pour autant, on n'a aucune adhérence ou dépendance vis-à-vis de ces éléments-là. Donc, solution extrêmement flexible qui fonctionne aussi bien dans des environnements avec une dizaine de VM que dans des environnements avec 30-40 000 VM. On a des clients dans le monde qui ont 30-40 000 VM qui sont protégés chaque jour avec une infrastructure Vim. Donc la solution est suffisamment flexible pour avoir cette évolutivité-là. La fiabilité Vim, c'est ce qui nous est remonté, la fiabilité de la solution. En général, quand on discute avec les directions informatiques, avec les DSI, quelques mois ou quelques années après le déploiement de Vim, on va les rencontrer pour savoir avoir un retour et un feedback sur ce qu'ils ont pensé de la solution et savoir comment, voilà, est-ce qu'ils sont satisfaits, pas satisfaits. Et la réponse, souvent, c'est Vim, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire que le directeur informatique, le DSI, n'entend jamais parler de Vim. C'est souvent la réponse qu'on nous fait. Et si le DSI n'entend pas ou très peu parler d'une solution informatique en place, c'est plutôt bon signe, parce que quand il y a des problèmes, ça remonte très vite et le directeur informatique est mis au courant assez rapidement. Donc, Vim est fiable. La fiabilité, on la retrouve à plusieurs niveaux. Et cette fiabilité, c'est aussi parce qu'on a une base installée qui est extrêmement importante. Matt en parlait tout à l'heure, on a une base installée la plus importante de l'industrie. On a plus de 450 000 clients de toutes les tailles. Et ça nous impose d'être rigoureux, d'avoir une assurance qualité qui soit intraitable, d'avoir une qualité de produit qui soit irréprochable et surtout un support aussi client qui soit le meilleur. Donc notre support est évidemment formé avec des ressources nombreuses pour répondre aux problèmes techniques, accompagner nos clients dans la résolution de leurs problèmes. Et le dernier point, je vais finir là-dessus, celui-là, je voulais vraiment le garder pour la fin, c'est la simplicité de Vim. Vim, c'est une solution simple, à différents niveaux. Je pourrais vous en parler pendant des heures, hein, illustrer la simplicité de Vim de différentes manières, mais la simplicité, nos clients l'aperçoivent très vite, dès le départ, à l'installation, à la configuration, au déploiement, et ensuite à l'administration quotidienne. Les administrateurs prennent en main la solution très vite. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une expertise poussée sur la solution pour assurer ou faire de la sauvegarde ou assurer faire des opérations de sauvegarde élémentaires. Souvent, il n'y a pas très longtemps avec Matt, on a eu un rendez-vous où le client nous a dit, moi je veux Vim parce que aujourd'hui j'ai une solution en place, mais cette solution elle est tellement complexe que j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à trouver des profils compétents sur le marché, et donc on a une solution mais on ne trouve pas des profils, et donc on est à risque parce que personne en interne ne sait gérer la solution. Il faut se former, il faut être un spécialiste, il faut avoir de l'expérience. Et pour cette raison, le client voulait Vim parce que Vim, c'est simple, les compétences sur le marché sont nombreuses et il sait qu'il peut facilement trouver des compétences pour gérer sa sauvegarde. Et s'il y a un turnover important des départs dans l'entreprise, il sait que ça ne représente pas un risque dans sa stratégie de protection de données. Donc la simplicité, perception de simplicité, c'est quelque chose de fondamental et de capital pour nous, et ça fait partie aussi de nos différenciateurs. C'est intégré évidemment dans notre vision technologique, cette perception de simplicité qu'on s'efforce de donner.
D'accord. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup à l'équipe VIMS. Je pense qu'en conclusion, on a exploré les avantages de VIM pour moderniser les stratégies de protection des données et augmenter notre résilience. Bon, nous avons aussi constaté comment VIM offre des fonctionnalités avancées qui permettent de sauvegarder les données de manière rapide et fiable, de récupérer efficacement en cas d'incident et de gérer de manière centralisée pour simplifier les opérations. Nous avons également eu des scénarios, des cas d'entreprise. Je pense qu'il est maintenant temps de passer à l'action. Bon, voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour mettre en œuvre de façon réussie VIMS dans les entreprises. Et déjà, évaluer vos besoins spécifiques en matière de protection des données et identifier les domaines où VIM peut vous apporter une valeur ajoutée significative. Définir une stratégie de sauvegarde complète en vous appuyant sur les fonctionnalités et les recommandations de VIM. Mettre en place une politique ou des politiques de sécurité solides pour protéger vos données tout au long du cycle de vie. Aussi, par exemple, former votre équipe pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de VIM et pour une utilisation optimale de la solution. Et enfin, peut-être aussi veiller régulièrement aux sauvegardes et effectuer des tests de reprise après sinistre pour vous assurer de la disponibilité des données en cas de besoin. Bon, je pense qu'en adoptant VIM et en modernisant les stratégies de protection des données, on augmente considérablement notre résilience face aux menaces. On réduit également les temps d'arrêt coûteux et protégés, et nous pouvons également protéger la réputation de l'entreprise. Bon, je vous encourage vivement à explorer davantage les solutions offertes par VIM et entamer une conversation avec leur équipe pour discuter de vos besoins spécifiques. Je terminerai par vous dire merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'hésitez pas à poser des questions et à continuer la discussion dans notre groupe, etc. Ensemble, je pense que nous pouvons renforcer la protection de nos données et assurer un avenir plus résilient pour nos entreprises. Encore merci beaucoup et bonne continuation dans vos efforts. Vincent, je pense que je peux te passer maintenant la parole. Oui, merci beaucoup. Merci Ola. Je remercie Arnaud et Max pour leur brillante présentation. Je ne sais pas si Eric a un mot avant que je ne clôture officiellement. Oui, Eric? merci Vincent. Merci à tous. Je crois que nous avons tous apprécié cette séance. Donc, vraiment un grand merci à l'équipe de VIM. Je tenais aussi peut-être à conclure en rappelant le slogan de VIM qui me parle à moi toujours. C'est « We keep your business running ». Donc, je crois que tout est résumé dans ce slogan. Et nous vous encourageons à veiller à votre résilience en modernisant votre infrastructure et en développant les bonnes stratégies pour que vous ne soyez pas, enfin, pour garder votre patrimoine. Donc, nous vous recommandons vivement VIM. Sachez que vous avez des acteurs en local pour vous accompagner et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez besoin d'informations complémentaires. À toi, Vincent. Oui, merci Eric. Donc, je ne taillerai pas de compliments à l'équipe de VIM, à Arnaud, Matt, pour avoir passé ce moment avec nous. Également, je remercie tous les amis, tous les collègues qui ont consacré un peu de leur temps pour nous suivre. Et je vous informe que le prochain After Work, c'est pour le 16 juin sur le thème plan de continuité informatique, plan de reprise informatique, PCI, PRI. Et ça sera présenté par Alain Baguidi et modéré
par la charmante Tania Adjagan. Donc, rendez-vous est pris et à la prochaine. Bonsoir. Oui, Bonsoir. à tous. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Merci. Oui, au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir.